Ligne à droite. Le grand entretien. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Bonjour Monsieur Asselineau, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, que vous avez fondée en 2007. Vous êtes un homme politique français. Vous militez pour la sortie de l'Union européenne, mais aujourd'hui on va peut-être commencer d'abord par parler d'un sujet gravissime et mondial. Est-ce qu'à votre avis, Bayrou est mieux que Barnier ? Oui, vous avez raison. Alors d'abord, merci de m'inviter. Ça, c'est gentil, je voulais le signaler. Puis j'en profite pour souhaiter, même si c'est un petit peu avec retard, tous mes voeux pour la nouvelle année aux auditeurs de votre radio qui fait un travail quand même remarquable, puisque merci beaucoup. Vous faites partie de ces gens qui sauvent un peu la démocratie en France, puisque nos médias mainstream, comme on dit, sont de plus en plus verrouillés. Alors vous avez raison, effectivement, de ramener à juste proportion la situation de la France par rapport à ce qui se passe dans le monde. Voilà, la situation dans le monde évolue à toute allure. Les déclarations de Donald Trump se succèdent à un rythme effréné quotidien, avec du bien, du moins bien, des choses qui sont parfois bien vues, d'autres qui sont, à mon avis, un peu fantasques. Mais en tout cas, il est ce que les Américains appellent ce nom de ce qu'on appelle en américain « a game changer », c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de changer complètement le jeu, de changer complètement la donne. Alors face à ça, face à ces évolutions, on voit que ça commence à bouger en Europe sur toute une série de dossiers, notamment plus que des dossiers économiques, sociétaux, etc. C'est plus généralement une conception même de l'action politique qui est en train d'apparaître, puisque Donald Trump, avec ses qualités et ses défauts, il est en train de faire une formidable leçon de ce que c'est que la politique. Voilà, c'est-à-dire il prend des décisions. Nous, ça fait avec Macron depuis bientôt 8 ans que l'on a eu ce que j'appelle une espèce de politique votive ou bien une politique incantatoire, ou alors que j'appelle aussi, c'est une espèce de Léon Zitrone du désastre. C'est-à-dire qu'on a des ministres qui se succèdent, qui expliquent que tout va mal, mais que tout est sous contrôle. C'était le ministre de l'Industrie qui disait ça il y a quelques semaines. Voilà, il y avait 60 000 entreprises qui allaient fermer, mais le gouvernement est au courant. On est rassuré. Le gouvernement a le bon chiffre. Voilà, on est rassuré. Voilà. Alors effectivement, Bayrou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce qui est assez singulier dans cette histoire, c'est que Bayrou va probablement sauver sa peau, du moins aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'il y a les premiers votes de la motion de censure afférent au budget, puisqu'il a déposé un article 49 alinéa 3. Enfin, il a déposé, il a recours. Il a actionné l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un projet de loi sans vote si le gouvernement n'est pas censuré. Il l'a actionné à la fois pour le budget de l'État et pour le budget de la sécurité sociale. Et les votes, donc il y a une motion de censure déposée par la France Insoumise, comme vous le savez, et qui ne va pas être votée par le Parti socialiste. Voilà, donc c'est la grande affaire du moment. Le Parti socialiste, en fait, a dit qu'il allait proposer une motion de censure ensuite, en vertu de l'article 49 alinéa 2. Enfin, vous voyez, c'est tout à fait byzantin comme système, sous couvert du fait en fait, voilà ce que va faire le Parti socialiste. Vous allez comprendre cette espèce de truc incroyable. Il veut qu'il y ait un budget, donc, et il ne va pas censurer le gouvernement. Mais évidemment, ça fait très mauvais genre vis-à-vis des gens de gauche. Donc, parce que le budget, là, c'est presque pire que Barnier, en fait. Mais en revanche, il va déposer ensuite une motion de censure, probablement pour rebondir sur le propos que la gauche juge scandaleux, alors que ce n'est que lorsque Bayrou a parlé d'un sentiment de subversion migratoire, de submersion migratoire à Mayotte. Parce que quand même, il faut vraiment n'avoir jamais mis les pieds à Mayotte pour s'étonner de se scandaliser d'un propos qui ne fait que décrire la situation telle qu'elle est vécue à Mayotte. Bref, donc la gauche, enfin le Parti socialiste va sans doute faire cette espèce de baroud d'honneur, mais en déposant une motion de censure ultérieure, et probablement dans cette motion de censure qui va dénoncer le Rassemblement national, en disant que c'est les propos de... Il censure Bayrou parce que il tient les mêmes propos que le Rassemblement national. Donc l'idée étant
que le Rassemblement national ne pourra pas voter cette motion de censure puisqu'ils seront traînés dans la boue. Et donc, le Parti socialiste, vous voyez la subtilité du truc, il va déposer une motion de censure ultérieure pour dire qu'il censure le gouvernement, mais en étant sûr que cette motion de censure ne sera pas adoptée, puisque justement, il n'y aura pas le PRN qui la votera. Voilà. Alors, on est là, on est dans cette situation, et au même moment, enfin, c'est un martyrologe, enfin, la situation de la France. Hein. Tous les jours apporte un nouveau désastre. Là, on apprend que jamais il y a eu autant de SDF. Hein. Je crois que c'est quelque chose comme 315 000 personnes. Et rappelons que c'était une des promesses du président Macron en 2017 de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul Français dans la rue. Voilà. Donc Macron avait dit qu'il n'y aurait plus un seul Français dans la rue. En fait, il n'y en a jamais eu autant. Et c'est comme ça dans tous les domaines d'activité. Alors moi, j'ai une question à poser. Qu'est-ce qu'attendent les députés prétendus d'opposition pour lancer la destitution de Macron ? Voilà. Sans compter le ridicule qu'il jette sur la France dans tous les domaines, notamment au niveau international dont vous parliez, par toutes ces actions intempestives et puis par cette fameuse affaire là dont tout le monde parle et qu'on n'a pas le droit d'évoquer, qui est l'affaire Brigitte Macron. Moi, je vois qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes en France qui écoutent une journaliste américaine. Et jusqu'à quand va durer cette affaire ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il qu'à l'Élysée, on n'ait pas pris les mesures nécessaires pour répondre à ces questions et arrêter cette polémique dans l'œuf ? C'est quoi le problème, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. En attendant, je peux vous dire que dans le monde entier, les gens ricanent. Ça, vous imaginez, vu d'Afrique, vu du Moyen-Orient, les débats qu'il y a en ce moment en France, c'est une catastrophe. Alors, vous avez raison, les débats français sont une catastrophe. Repartons sur les États-Unis. Vous dites, à juste titre, que Donald Trump est en train de changer les règles du jeu, mais d'un autre côté, quand on regarde son America First, son Make America Great Again, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment très différent de tous les présidents américains qui l'ont précédé. Même Biden, avec sa loi sur la réduction de l'inflation, avait déjà proclamé un certain isolationnisme économique, avait déjà fait en sorte qu'une partie des capitaux européens se dirigent vers les États-Unis. Est-ce que Trump a véritablement mis en place une nouvelle politique économique ou conduit-il celle de ses prédécesseurs ? Je pense c'est une bonne question que vous posez. Il y a dans ce que fait Trump un aspect de politique intérieure. Il tient à montrer à son électorat que les choses ont radicalement changé. Donc il a effectivement, ça donne le tournis, comme je le disais tout à l'heure, c'est un rythme extravagant, c'est tous les jours, il y a du nouveau. Et il mélange dedans des mesures de nature économique avec des mesures de nature internationale. Vous avez vu, cette nuit, on apprend qu'il veut pour prendre la propriété, take the ownership de la bande de Gaza, qui veut, ça devient, si j'ai bien compris, un territoire américain. Enfin, c'est des trucs qui est complètement hallucinant. Il veut transférer la population de Gaza en Égypte et puis en Jordanie sans avoir demandé l'avis des pays en question, mais il doit imaginer que tout n'est que rapport de force. Donc, que ce soit en matière de politique économique ou en matière internationale, il est dans le rapport de force, dans une politique qui n'est pas la politique contemplative de nos dirigeants en France, et une espèce de politique plaintive comme on a en France. Lui, c'est une politique qui est une politique ostentatoire et qui provoque un choc. Alors là-dedans, il y aura à boire et à manger. Il y aura des choses qui, à mon avis, ne dureront pas. Et puis, comme vous l'avez dit, il y en a qui s'inscrivent parfaitement dans la suite de ce qui a été décidé. Et il faut absolument que les Français comprennent que... Moi, j'ai été de ceux qui se sont réjouis de la victoire de Donald Trump par rapport à Kamala Harris, parce que Kamala Harris était partie pour nous envoyer dans une guerre frontale avec la Russie. Il y avait quand même un risque de troisième guerre mondiale. Je pense que Trump, quoique vous voyez que il avait dit qu'il réglerait le problème en 24 heures, ça n'a pas l'air de prendre ce chemin. Enfin, quand même, on voit bien qu'il a quand même coupé les vivres, par exemple, en Ukraine, de toutes les organisations américaines, les ONG américaines, avec de l'argent public. Donc, il a coupé les vivres. Et on apprend aujourd'hui qu'il pousse Zelensky. Zelensky a dit qu'il voulait négocier avec Poutine. C'est effectivement nouveau. C'est nouveau. C'est parce que, justement, il n'a plus d'argent. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière, Donald Trump est en train d'imposer la paix. Reste à savoir si Poutine acceptera de négocier avec Zelensky. Il a déjà dit que non.
au motif que Zelensky est un dictateur qui n'a été élu par personne. Ce qui est tout à fait juste, d'ailleurs. Parce que quoi qu'on puisse dire des élections en Russie, il y a quand même eu des élections en Russie. Et le calendrier constitutionnel est respecté, alors que Zelensky a fait annuler toutes les élections. Et donc, Poutine a dit qu'il voulait bien négocier avec le président de la Douma ukrainienne, du Parlement ukrainien. Enfin, bref. Donc, voilà, Trump est quand même en train de faire bouger les choses. Mais par exemple, sur ce qui concerne les relations transatlantiques, Trump n'est pas du tout un ami de la France, ni des économies européennes. Quand il dit « Make America Great Again », c'est-à-dire pour de nouveau rendre sa grandeur à l'Amérique, il prend des mesures nouvelles, comme par exemple ce qui est en train de prendre Elon Musk. C'est un carnage qu'il est en train de faire dans l'USAID. Et je pense que c'est quelque chose... L'USAID, c'est tout le système de subventions états-unien. Dans le monde entier. Donc là, ils sont en train de prendre... Vous savez, Elon Musk, il a racheté Twitter, X, comme vous le savez. Et il s'est vanté, c'est un entrepreneur à l'américaine, il s'est vanté d'avoir licencié 80% du personnel et que le truc marche aussi bien qu'avant. Sinon mieux, d'ailleurs. Donc, il a c'est le département dont il a hérité, le DOGE, pour améliorer la compétitivité de l'État. On ne sait pas où ça va aller parce qu'on voit ici ou là des petits éléments, des petites déclarations. Par exemple, Trump a été obligé de dire hier que c'était lui qui décidait et que Elon Musk ne prendrait aucune décision sans qu'il ait l'aval du président. Donc vous voyez quand même... parce qu'Elon Musk c'est un peu un chien fou, c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions comme ça. Mais enfin, en attendant, il est en train de démanteler une grande partie de l'aide américaine dans le monde entier. Et paraît-il, il découvre tous les jours, il met sur la table des scandales inimaginables. Bon. Ou une gabegie. Oui, c'est ça. Une gabegie, des détournements de fonds, des choses comme ça qui sont... Et forcément que cet exemple va percoler, parce que nous sommes malheureusement des colonies mentales. On est mentalement colonisés par les États-Unis d'Amérique, et forcément que ceci va percoler en France. Donc forcément, d'ailleurs, je le vois partout, il y a énormément de gens qui disent qu'il faut arrêter de donner des milliards d'euros. La France n'a plus les moyens de donner des milliards d'euros à toute une série de pays en voie de développement, ce qui malheureusement n'est pas tout à fait faux, puisque la France est en voie de tiers-mondisation. Voilà. Et surtout, la France n'a pas les moyens de se lancer dans une politique de subvention sans en avoir aucun retour. Oui. Parce que je crois que c'est ça aussi chez Elon Musk et Donald Trump. L'idée, c'est si je donne, vous me redonnez en échange. Voilà. Et là... mais c'est le problème de la France, c'est d'ailleurs... Alors, c'est notre aide au développement, mais c'est l'aide qu'on donne à l'Union européenne. On donne de l'argent à l'Union européenne, à des pays comme les pays de l'Est, qui nous crachent au visage. Tout autant, certains disent, regardez, on donne de l'argent à l'Algérie, nous crache au visage. Mais quand on donne de l'argent à la Pologne, et que la Pologne achète des F-16 américains, c'était Chirac qui avait mis les pieds dans le plat, ou que les pays de l'Est, si vous voulez, ont soutenu la guerre en Irak des États-Unis, en fait, pour chasser l'influence de la France de Mésopotamie, on donne de l'argent à nos pires adversaires. D'ailleurs, c'est une politique générale de l'État, puisque l'État, en France, donne de l'argent aux médias. Moi, par exemple, comme vous, d'ailleurs, nous sommes taxés pour financer des journaux qui sont totalement déficitaires parce que les gens ne les achètent plus, qui sont des propriétés de milliardaires, et on leur donne quand même de l'argent. Et dans ces journaux-là, on se fait continuellement, enfin, les personnes comme moi, ou sans doute comme vous, nous nous faisons constamment insulter ou ignorer. Voilà, il est extraordinaire. Vous voyez, le journal Le Monde, qui a touché je ne sais plus combien de millions d'euros, le journal Le Monde, à l'occasion du 5e anniversaire du Brexit, a organisé un débat uniquement avec des anti-Brexit. Voilà. Et des gens qui expliquaient que c'était la catastrophe au Royaume-Uni, ce qui est totalement faux. Enfin, c'est la catastrophe. Ils ont des gros problèmes qui n'ont rien à voir avec le Brexit, qui ont tout à voir avec la politique de Starmer, avec la politique de la gauche britannique. Mais on nous avait dit que le Royaume-Uni s'effondrerait, pas du tout. Les résultats macroéconomiques du Royaume-Uni sont pas géniaux, mais sont quand même meilleurs que ceux de la France. Mais par exemple, il n'y a pas eu de débat dans ce qui est, paraît-il, le journal de référence. Et moi, personne n'a songé à me passer un coup de fil pour me dire « Est-ce que vous voulez bien participer à un débat ?» J'aurais quand même eu quelques raisons, quelques titres à faire valoir, parce que ça fait quand même 18 ans que je milite pour la sortie de l'Union européenne. Bref, alors, je reviens à mon propos, c'est l'économie de Donald Trump. Il s'inscrit en effet dans le droit fil de ce qu'a fait Biden auparavant et de ses prédécesseurs, c'est-à-dire un affaiblissement structurel des économies en Europe.
Voilà, les États-Unis sont en train de profiter à plein de ce à quoi ils ont poussé l'Europe d'une façon extrêmement intelligente et très vicieuse, parce que notre pire adversaire, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui ont fait et qui ont détruit Nord Stream. Ce sont eux qui ont poussé les États d'Europe, de l'Union européenne, à prendre des sanctions contre la Russie, à se couper des sources d'énergie, d'approvisionnement en énergie. À partir du moment, vous savez, c'est le président de Michelin qui a fait un discours il y a quelques jours devant le Sénat. Le prix de l'énergie en Europe est de très très loin, et 2 fois plus cher que le prix de l'énergie en Chine. Voilà. Et 50% de plus que l'énergie ou 40% de plus que l'énergie aux États-Unis. Donc, missa ita est, comme on dit en latin, la messe est dite. Ça veut dire que les entreprises, les grandes entreprises qui sont souvent très consommatrices d'électricité ou d'énergie, sont structurellement un non compétitif. D'autant plus qu'ils s'y ajoutent alors des impôts, des taxes dans tous les domaines, plus des réglementations extraordinaires qui sont nationales et européennes. Donc voilà, ils sont en train de détruire l'économie européenne et Trump n'est pas là pour sauver l'Europe, il est là au contraire pour attirer aux États-Unis les entreprises qui sont en train de péricliter en Union européenne. Puis même, il va même plus loin, parce que l'affaire du Groenland, par exemple, quand même, ça devrait rester dans les annales des cours de cynisme et de machiavélisme international. Parce que lorsque Trump dit qu'il veut mettre la main sur le Groenland, je vois qu'il y a notre égérie nationale, Madame Nathalie Loiseau, qui n'est jamais à court de sortir une imbécilité, et qui dit qu'il va falloir envoyer des troupes au Groenland contre les États-Unis. Le problème qu'elle ne sait pas, Madame Loiseau, c'est d'abord que le Groenland n'est pas un territoire de l'Union européenne. Il est sorti de la construction européenne en 1985. Donc ce qui s'applique, c'est plutôt l'OTAN, mais pas la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne. C'est au nom de l'OTAN que l'on pourrait protéger le Groenland. Mais le problème, c'est que l'OTAN et sous la houlette des États-Unis, qui en sont à la fois l'initiateur. C'est à Washington qu'ont été déposés les instruments de ratification du traité de l'Atlantique du 4 avril 1949. Et ce sont les États-Unis qui sont les plus grands pourvoyeurs de fonds. Bon. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, les Américains ont une base militaire à Thulé, au Groenland, justement. Donc en fait, et alors deuxième cerise sur le gâteau, c'est que les Européens se rendent compte qu'ils sont, excusez-moi le caractère familier du propos que je vais tenir, mais nous sommes à poil militairement, puisque déjà on n'a pas grand-chose en matière militaire, mais les Danois ont envoyé 28 avions F-16 ou je ne sais plus quoi en Ukraine. Ils n'ont plus d'avions. Et nous, on a envoyé nos canons César en Ukraine. Donc vous savez notre armée est extrêmement démunie. On a tout mis sur l'Ukraine. Donc les Américains, si vous prenez la hauteur de vue nécessaire, c'est assez génial. Ils ont dit allez-y les gars, allez, envoyez tout votre matériel militaire en Ukraine pour sauver la démocratie d'un type qui est un dictateur en fait, histoire de bien ruiner les économies européennes d'un côté, de bien nous fâcher avec la Russie de l'autre côté, et enfin maintenant de passer, comme il y a plus de la capacité de défendre le Groenland, de mettre la main sur le Groenland. Enfin, c'est vraiment, nous on a affaire aux Américains, parce que les États-Unis, il y a l'élection de Trump, mais il y a quand même les administrations, il y a quand même l'État profond. Il n'est pas totalement découpé de l'État profond américain, Donald Trump. Il est bien obligé de tenir compte. Et puis, sans compter que, vous le soulignez, l'État profond américain dessert peut-être une partie des Américains dans la manière qu'il a d'installer des révolutions sociétales, mais sur le fond, l'État profond est là pour assurer la suprématie des États-Unis. Absolument. C'est ça. Vous avez, je trouve, très bien résumé la situation. Ce que fait Donald Trump, et qui n'est pas négligeable, c'est qu'il donne un formidable coup de barre. Alors, je ne sais pas si on peut dire à droite ou de conservatisme, certains diraient plutôt de bon sens, en mettant un stop à toutes les dérives woke, LGBT, transgender, etc. Vous avez vu que tous les jours, on apprend, là, par exemple, il y a un décret qui interdit à des femmes transgenres de participer à des compétitions féminines, voilà, etc. Enfin, c'est une véritable révolution morale qui vient des États-Unis et qui, elle, va avoir un impact, je pense, très important sur l'évolution des civilisations européennes. Parce que là, il y avait, je pense que c'est peut-être le point fondamental. Voilà. L'histoire dira quand même ce qu'il en restera dans 5, 10 ou 15 ans. On va voir. Je prends souvent cet exemple.
au milieu du IVe siècle, cet empereur qui se situe à mi-chemin entre Constantin le Grand, qui, après la bataille du Pont-Milvius, se fait chrétien, vous savez, et il décide d'adopter la religion chrétienne. Et ça, c'est au début, c'est vers 302, quelque chose comme ça. Et puis à la fin du siècle, en 396, vous avez l'édit de Théodose, qui impose la religion chrétienne comme seule religion de l'Empire romain en plein déclin. Et entre les deux, vers 340, vous avez un empereur qui s'appelle Julien, et qu'on a appelé, que la postérité est écrite par des historiens paléochrétiens ont appelé Julien l'apostat. C'est que Julien, il a voulu revenir aux religions païennes. Il a voulu rétablir le culte de Jupiter, de Junon, etc., face à cet effondrement de l'Empire romain, de toutes ces valeurs qui s'effondraient sous les coups de boutoir de cette religion nouvelle que Constantin, dont la mère, la princesse Hélène, était une chrétienne, que Constantin avait reconnu officiellement. Voilà. Alors, est-ce que Donald Trump sera le Julien l'apostat, si vous voulez, c'est-à-dire est-ce que son héritage sera fugitif et en fait les civilisations occidentales ont vocation à s'effondrer dans une espèce de cataclysme, un peu comme la fin de l'Empire romain? Ou bien est-ce qu'il va au contraire complètement changer la donne et tirer un trait définitif sur la révolution qui est apparue, ce que nous on appelle mai 68, mais disons cette évolution sociétale, ces évolutions sociétales qui sont arrivées dans les années 60 et qui se sont imposées dans tout le monde occidental sous domination américaine. L'histoire le dira. Il y a dans la manière de faire de Trump, on le sent bien, deux types d'interlocuteurs. Les Jordaniens à qui il pense pouvoir tordre le bras, l'Europe qu'il piétine, la Chine avec qui il a des rapports plus virils, pour employer un terme trumpien, c'est-à-dire je menace la Chine de mesures de droits de douane augmentés. D'abord, des droits de douane beaucoup moins augmentés que pour le Mexique ou le Canada. Et Xi Jinping répond très bien, moi aussi je les augmente. Et là, on sent que les adversaires se jugent, se jaugent, et on n'a pas droit à des déclarations fracassantes. On a plutôt le sentiment que d'ici 6 ou 8 mois, comme le disait Hervé Juvin, Trump va expliquer en tapant dans le dos de Xi Jinping que Xi Jinping était vraiment un bon gars et que tout le monde est d'accord. Eh bien, écoutez, Richard de Sèvres, encore une fois, je me permets de vous féliciter, parce que je suis tout à fait d'accord avec votre résumé. Je trouve que ça résume très bien les choses. Faut pas oublier qu'on a affaire à des cow-boys. On a affaire aux Américains. Les Américains, ce sont quand même c'est le pays c'est des bluffeurs. Ce sont des gens qui bluffent. Ce sont des gens, d'ailleurs, le mot bluff, c'est pas un mot français, ni latin. Ce sont des gens qui bluffent, ce sont des gens qui ne connaissent que le rapport de force, ce sont des gens qui ne connaissent aussi que l'argent. Et quand ils proposent, par exemple, d'acheter le Groenland, là, peut-être d'acheter Gaza, etc. Je rappelle, les États-Unis d'Amérique sont le seul pays au monde à s'être développé territorialement par des acquisitions, par de l'argent. Ils ont acheté un pan entier, le tiers des États-Unis continentaux à Napoléon, la Louisiane. Mais la Louisiane, c'était pas seulement l'État de Louisiane actuel, ça remontait jusqu'à aujourd'hui le Dakota du Nord. Donc c'était un pan, tout ce que Cavelier de la Salle et les Français avaient découvert et où ils s'étaient installés, mais très peu nombreux. Les Américains ont acheté ça à Napoléon Ier. Les Américains ont acheté l'Alaska à l'Empire russe, à Alexandre II, si je ne me trompe pas. Les Américains ont acheté les îles Vierges et Porto Rico à l'Espagne. Enfin, c'est quelque chose de très... Et voilà, ça c'est les Américains. Alors face, effectivement, ils ont une parfaite conscience des faibles qu'ils vont écraser. Et ils voient bien que l'Europe c'est devenu... ce sont des colonies minables. Voilà. Et par ailleurs, effectivement, des grands de ce monde. Et les grands de ce monde d'aujourd'hui, ceux que Trump respecte, c'est nominativement la Russie, parce que c'est quand même la première puissance militaire mondiale, ou peut-être à égalité avec les États-Unis, enfin on ne sait pas, en tout cas sur certaines spécialités comme les missiles, antimissiles, ils ont de l'avance, et puis ils ont aussi des missiles hypersoniques que les Américains n'arrivent pas encore à maîtriser. Donc Trump, il respecte la Russie, et puis Trump, il respecte la Chine, même s'il combat le régime chinois, parce que c'est quand même devenu la première économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, et que c'est devenu une armée qui est en passe de devenir aussi une des toutes premières armées du monde, peut-être la 3e armée du monde. Et puis il respectera
aura aussi l'Inde, même si l'Inde a un temps de retard, parce qu'il a affaire à des colosses. Voilà. Et donc, vous avez raison, il ne va pas du tout avoir la même politique, mais ça, c'est quelque chose aussi de très américain. Il y avait eu, je ne sais plus si vous vous rappelez, c'était au moment de la guerre en Irak, il y avait eu Condoleezza Rice, qui était la conseillère pour les questions internationales du président George W. Bush, qui avait dit justement un traitement différencié. Alors, elle avait dit ignore, je sais plus quoi, ignore China, forgive Germany, punish France, un truc comme ça. Oui. C'est-à-dire, pour le même fait, ils vont pas avoir la même attitude en fonction de leurs propres intérêts. Voilà comment ça va se passer. Et il nous reste 2 minutes, et c'est quand même la question que tout le monde a envie de vous poser. Est-ce que le Frexit est toujours à l'ordre du jour ? Alors, non seulement c'est à l'ordre du jour, mais vous savez, moi maintenant, ce que je pense, c'est que c'est même presque plus la peine que je propose la sortie de l'Union européenne. Ce que nous allons proposer, nous, maintenant, c'est que nous avons les clés pour s'en sortir. Parce que, de toute façon, l'Europe est en train de s'effondrer. Voilà. Donc, c'est plus la question, en fait. C'est toujours la question, parce que je préférerais que la France s'en sorte doucement, calmement, etc., comme le Royaume-Uni l'a fait, mais pas du tout. Le Royaume-Uni, d'ailleurs, n'a pas tout fait, hein, soit dit en passant. Il faudrait en parler longuement, parce que le Brexit a été mené par des gens qui n'en voulaient pas. Hein. Donc, c'est comme s'il y avait demain un référendum sur le Frexit en France, que les Français votaient majoritairement pour le Frexit et que ce soit Macron qui soit chargé de le faire. C'est exactement ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Normalement, le Brexit aurait dû être conduit par Nigel Farage. Il a été conduit par ses adversaires. Mais en ce moment, ce qui est en train d'apparaître, tous les jours, on voit des nouvelles plus catastrophiques les unes que les autres. On apprend, vous avez vu, la Commission européenne a sorti un nouveau plan pour redresser la compétitivité, sauf qu'il manque 15 100 milliards d'euros pour financer cette féerie. Enfin, on est dans l'URSS agonisante. Et nous, ce qu'on propose aux Français, c'est nous avons la solution. Et on a d'autant plus la solution que ça fait quand même 18 ans que je dis qu'il faut en sortir. Donc j'ai quand même quelques crédits à faire valoir pour montrer que nous, on sait ce qu'il faut faire. Alors, à votre avis, les premiers linéaments de cette sortie, douce ou dure, ce seront quelles décisions ? L'Union européenne s'effondre, on n'aura pas un vrai Frexit négocié, mais comment est-ce que la France peut se retirer déjà à bas bruit de la toile européenne ? Mais vous savez, j'ai envie de citer les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. Et quand on connaît les Saintes Écritures, et quand on connaît par ailleurs l'histoire de France, où en général c'est l'impréparation générale, moi je rappelle que quand j'étais délégué à l'intelligence économique, on m'a remercié me remercier au sens, on m'a dit on m'a retiré mon poste en fait, parce que je pensais qu'il fallait qu'on prévoie la façon dont ça se passerait pour sortir de l'euro le cas échéant. Et également pour anticiper un effondrement de l'Union européenne. Mais c'était des questions qu'on n'avait même pas le droit de se poser, exactement comme en France, avec la ligne Maginot, on n'avait pas le droit d'imaginer que les Allemands passeraient par les Ardennes avec l'offensive Guderian. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc ce que je crains beaucoup, c'est que, on ne sait pas, par exemple, qu'est-ce qui va se passer en Allemagne ? Est-ce que l'alternative für Deutschland actuellement, ça ne semble pas, mais imaginons que l'alternative für Deutschland arrive au pouvoir dans quelques jours et qu'ils disent on sort de l'Allemagne de l'Union européenne. Il y a un grand retour à la politique en ce moment. Et ce qui était inimaginable il y a encore... regardez avec Trump. Trump, il a décidé de sortir là cette nuit de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Il a décidé de sortir de l'OMS, etc. Donc on ne sait pas d'où peuvent venir les événements. Ça ne viendra pas forcément de France. Et à ce moment-là, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce que les Français se diront « Ah ben zut, si on avait écouté Asselineau, ça fait 18 ans qu'on serait sorti de la panade. » Voilà. Merci beaucoup François Asselineau. Voilà, vous êtes président de l'UPR et vous portez toujours une parole de vérité. Merci 1000 fois. Merci de m'avoir invité.